auditeurs, bonjour. Le lieutenant Sturm au micro de cette émission volante de Méridien Zéro. Je suis accompagné du camarade Beluga et du camarade Foxley. Nous sommes en déplacement à Academia Christiana en Normandie et nous arrivons pour une série de sons que nous allons vous présenter au terme de la semaine. Nous sommes en fin de semaine de cette UDT et nous avons le plaisir de recevoir à ce micro Monsieur Engels, David Engels, bonjour. Bonjour. Qui s'est exprimé un petit peu plus tôt dans la journée sur une thématique assez intéressante sur le plan européen. Et donc nous allons converser avec lui, revenir sur le thème de sa conférence et élargir un peu les perspectives. Alors Monsieur Engels, d'abord je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Oui, volontiers. Donc, David Engels, professeur d'université à l'Université libre de Bruxelles en histoire romaine et ayant récemment, il y a 3 ans déjà maintenant, émigré en Pologne où je travaille actuellement à l'Institut Zachodni à Poznań sur les questions d'actualité, surtout de crise identitaire européenne. D'accord, très bien. Donc, polyglotte. Oui, d'origine belge, d'expression allemande. D'accord. Donc pour nos auditeurs, c'est toute la partie est de la Belgique. C'est minuscule. Je sais que c'est quelques dizaines de communes, un peu plus quand même. Oui, même pas. Enfin, il y a 60 000 habitants. 60 000 habitants, oui. Mais elle existe, cette minorité germanophone, on l'oublie beaucoup. On fait souvent la partition flamande et d'expression française, mais effectivement, il y a une minorité germanophone en Belgique qui touche... c'est le Luxembourg et l'Allemagne, vous êtes... C'est, on peut dire, à cheval entre... c'est dans la prolongation entre la frontière avec les Pays-Bas et celle du Luxembourg. C'est vraiment toute cette partie limitrophe à l'Allemagne où il y a encore quelques personnes qui parlent allemand, en effet. Et ça crée alors évidemment tout un souci d'identité culturelle, parce que déjà être belge, c'est déjà pas évident d'un point de vue de l'identité culturelle ou nationale, mais alors faire partie de cette petite minorité-là, c'est déjà assez particulier. Donc on devient européen dans son âme, mais pas européiste. Oui, bien entendu. Mais vous disiez, il y a encore quelques personnes qui parlent allemand. La langue est enseignée tout de même, non ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a de manière avec des dialectes propres ou Non, pas du tout. Pour ça, c'est trop petit. Ça n'a jamais vraiment été une région avec une histoire à part. C'est pas comme l'Alsace ou la Lorraine. Ça n'a pas une identité régionale. C'est vraiment des territoires qui, pour des raisons assez obscures, avaient été accordés à la Belgique à la fin de la Première Guerre mondiale, si on veut, et qui depuis lors pratique l'allemand. Donc il y a dans le fédéralisme belge toute une part on a un petit parlement, on a des ministres, etc. Donc il y a vraiment, on est une entité fédérée dans cet État belge. On est assez protégé, l'enseignement se passe en allemand, et alors je dirais même malheureusement que le bilinguisme qui existait avant, donc français et allemand, disparaît malheureusement de plus en plus. Donc ça devient de plus en plus germanophone et de moins en moins francophone, ce qui cause aussi tout un problème, évidemment. Et c'est toujours dommage de perdre une langue, à mon sens, en Europe. Absolument. Cette polyphonie est toujours très intéressante. Absolument, ça limite. Il y a des États dans lesquels on est avec la possibilité d'apprendre 2 ou 3 langues, c'est vraiment dommage de s'en Tout à fait, ça limite évidemment les jeunes de tout un pan aussi de leur carrière future. Je crois que c'est la même chose en Flandre, où les jeunes flamands sont assez rétifs à apprendre le français. Oui. Malheureusement, cette Belgique actuelle est composée de communautés qui vivent plutôt dos à dos que vraiment se faire face culturellement. Ça introduit très bien. Ça ouvre le bal sur la suite. Donc ce matin vous êtes intervenu, je n'ai plus le titre exact de... Que fais-je ? Je l'avais noté. Oui. Que faire vivre avec le déclin. Voilà. Vivre avec le déclin de l'Europe. Qui est d'ailleurs finalement le titre de vos ouvrages. Exactement. Alors on remettra pour nos auditeurs évidemment sous l'émission générale, vous aurez en description les ouvrages de Monsieur Engels. Il n'y a pas de souci avec les maisons d'édition, etc. Où se les procurer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, parlons de cette conférence. Déjà, on va établir, en tout cas, selon votre codification, une notion. On va définir cette notion de déclin. Comment est-ce que c'est du décadentisme ? Est-ce que c'est un déclin inexorable ? Est-ce qu'on est dans un temps cyclique, donc on s'attend à cela, et le déclin fait partie finalement d'une séquence de logique civilisationnelle ? Comment vous percevez ce déclin ?
Peut-être même, excusez-moi, est-ce qu'il y a des particularités à ce déclin-là par rapport au déclin précédent, historiquement relevé? Oui. Il y a toujours un problème moralisant à cette notion de déclin, où on pense souvent déclin moral, déclin éthique, etc. Moi, je suis fort influencé par la pensée d'Oswald Spengler. Oui, je sais que vous avez travaillé sur Spengler. Oui, tout à fait. J'ai écrit quelques livres, ou édité quelques livres sur lui. Et donc, le titre faire face, en tout cas vivre avec le déclin de l'Europe, c'est aussi évidemment un peu un clin d'œil au déclin de l'Occident, qui est le livre phare d'Oswald Spengler. Et donc, en effet, comme lui, je crois que les civilisations sont mortelles, que les civilisations ont quelque part leur naissance, leur phase d'ascendance, leur maturité, leur déclin, et puis leur mort ou fossilisation, parce qu'une civilisation ne meurt jamais entièrement, mais il y a en tout cas une phase, disons, de totale extinction de toute force créatrice, donc elle continue à appliquer les anciennes techniques sont véritablement évoluées. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même fort à la fin de cette évolution pour l'Europe. D'ailleurs, c'est pas original non plus, ça a été annoncé depuis longtemps, ça devient de plus en plus visible, palpable dans la vie de tous les jours. Et la question qui se pose, c'est que d'un côté, on peut décrire ça très bien en tant qu'historien. L'autre question, c'est de savoir, en tant que personne qui vit là-dedans journalièrement, comment est-ce qu'on peut faire face à ça, comment est-ce qu'on se comporte face à ce déclin. Et vous qui vivez en partie un peu plus à l'est, donc si on écoute bien votre parcours, est-ce que cette notion de déclin est vécue de la même manière ailleurs que dans la partie ouest de l'Europe, par exemple? Parce que j'imagine qu'il y a des perceptions et des degrés de perception assez différents chez les Européens de ce déclin. Tout à fait. Je dirais qu'à l'est de l'Europe, en tout cas de l'Europe centrale, c'est-à-dire en Pologne ou en Hongrie aussi, il y a quand même toute une série de facteurs de déclin qui ne sont pas présents, en tout cas pas encore présents. Je veux dire, les sociétés là-bas ont été très curieusement préservées, gelées grâce à la guerre froide, si on veut, exactement. Donc il y a toute une série de phénomènes qui ne sont pas encore arrivés de plein fouet là-dedans. C'est-à-dire, c'est une société qui est, en tout cas de mon point de vue, si on facilite, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus axé sur les classes moyennes, beaucoup plus homogène aussi culturellement, beaucoup moins marqué par une immigration extra-européenne. Qui arrive pourtant, il ne faut pas le nier. Il n'y a pas d'image d'Épinal d'une Europe centrale qui serait totalement exempte d'immigration, il y en a. Oui, c'est-à-dire en tout cas en Pologne, ça reste vraiment un phénomène extrêmement marginal. Il y a une très grande immigration d'Ukraine, en tout cas. Mais bon, là on reste à l'intérieur. C'est l'immigration de travail. Voilà, là on reste à l'intérieur aussi de l'espace culturel européen. Donc ça pose évidemment toute une série de moins de problèmes que l'autre. Et puis il y a évidemment aussi l'Église qui, bien qu'en déclin aussi, joue un rôle nettement plus important comme fédérateur culturel aussi. Elle a un rôle politique. Elle décline évidemment tout doucement, surtout chez les jeunes, mais on est loin d'être arrivé à ce qui se passe en France. Il y a, à votre avis, ce que j'avais lu il y a peu, et puis ce qu'un ami polonais m'avait rapporté, une Pologne, mais on pourrait transcrire ça à la Hongrie ou à d'autres, une Pologne des villes qui voudraient ressembler à l'Occident, et une Pologne peut-être plus urbaine, rurale, qui elle conserverait finalement le socle culturel et social polonais, par exemple. Oui. Et ça, c'est certainement une différenciation importante. On voit bien dans les résultats électoraux aussi. C'est à ça que je pensais pour la dernière présidentielle d'ailleurs. Ça, c'est évident que des villes comme Wrocław ou comme Poznań ou Gdańsk ou Łódź ou Varsovie sont assez majoritairement plutôt libérales gauche, tandis que le plat pays, si on peut dire, est beaucoup plus conservateur. Mais il y a aussi une autre distinction qui est celle entre l'Est et l'Ouest de la Pologne. Et ce qui est très curieux, c'est que quand vous regardez la carte, en fait, les territoires polonais qui avant la Deuxième Guerre mondiale étaient encore allemands, là, actuellement, votent quand même assez fortement plutôt pour la gauche, tandis que l'Est du pays, qui aussi a toujours été un peu plus arriéré industriellement, etc., vote plutôt conservateur. Donc on voit les lignes de partage de la Pologne et ces lignes du XVIIIe siècle encore aujourd'hui dans les
les cartes électorales. C'est pour ça qu'on parle en Pologne toujours d'une manière un peu ludique d'une Pologne A et d'une Pologne B. En fait, ces deux moitiés-là. C'est une opposition qu'on retrouve globalement quand même un peu partout en Europe. Hein. Peut-être même aux États-Unis. Peut-être même dans le monde occidental de manière générale. Ça me fait penser à ce que disait notamment Alain de Benoît, il me semble, dans leur revue Léman, avec les somewhere et les anywhere. Oui. Et on retrouve vraiment ça. Et pour avoir vécu, alors bon, c'est un débat, est-ce que c'est en Europe ou pas, mais pour avoir vécu un petit peu en Russie, il y avait aussi cette dichotomie entre typiquement le moscovite qui ne rêve que d'une chose, qui c'est de ressembler au londonien ou au parisien, et le russe de la Kamtchatka. Oui, tu peux m'allonger le spectre, c'est-à-dire que ou au New-Yorkais, quoi. Tu veux faire un tour à Kiev, l'habitant de Kiev rêve de ressembler au moscovite. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que le russe de la Kamtchatka ou de Ekaterinbourg en plein centre de la Russie, je pense qu'il a d'autres aspirations, effectivement. Donc des perceptions contrastées tout de même. Est-ce que vous diriez que ces perceptions du déclin qui sont un peu contrastées confinent parfois à une sorte de naïveté par rapport aux facteurs de déclin? Je pense ici à pas mal de gens que moi j'ai croisés d'Europe centrale qui nous disent nous ça ne va pas nous arriver ça. En gros, nous on n'est pas pareil que vous, on est protégés, ça ne nous arrivera pas. Et pour compléter, si je peux me permettre de compléter la question, il y a aussi en France, dans notre famille de pensée très élargie, une espèce de mythe qu'on pourrait qualifier d'incapacitant avec les pays de l'Est. C'est aller tous en Pologne, aller tous en Hongrie. Les femmes ils sont très douces, ce qui je crois est faux d'ailleurs. Il y a cette espèce de mythe effectivement de l'Europe de l'Est comme la dernière oasis, quoi. Oui. Le dernier rempart. Ce n'est pas totalement faux, mais il y a quand même un certain degré de conscience que l'Occident ne se porte pas bien du tout. D'ailleurs, sinon, ça n'expliquerait pas du tout les résultats électoraux de Viktor Orban ou du parti aussi de M. Kaczynski. Donc, il y a cette perception. On sait aussi que ça arrive tout doucement en Pologne. On voit que les jeunes, surtout, bougent fort à gauche, surtout les jeunes universitaires. Là, il y a vraiment un mouvement d'internationalisation de la jeunesse. Donc il y a un début de perception. Il y a aussi toute une série de crises que la Pologne partage avec le reste de l'Europe, comme par exemple le déclin démographique qui est très marqué. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui montre que quelque part psychologiquement ça ne se porte pas bien, quelque part. Que l'essence est touchée. L'essence est touchée, mais d'un autre côté, je constate en effet très souvent, même chez mes amis et collègues conservateurs, un certain angélisme par rapport à l'Occident, en se disant, quand je leur décris comment ça a l'air concrètement à Paris ou à Bruxelles, de ne pas tout à fait me croire, de me dire, allez, t'exagères un peu, quand j'étais à Paris la dernière fois, c'est comme tellement beau, on était au Louvre, à l'Opéra. Mais il y a des circuits qui évitent tout. Voilà. Vous pouvez avoir des circuits qui évitent... Absolument. Et donc là, il faut vraiment... il y a je veux dire, la perception où il manque vraiment le fait de voir tout le problème en face. Ça c'est certainement un certain déficit. À une époque, on envoyait des vidéos à nos amis d'Europe centrale, notamment croates, serbes, etc., pour leur montrer ce qui se passait. Ils ne croyaient pas. On était vraiment accusés de fantasmer. Et en même temps, il y a le problème aussi dans la mentalité polonaise, malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, qu'on a été coupé de l'Occident en tant que nation catholique pendant tellement longtemps à cause des partages polonais entre la Russie, la Prusse et tout ça, que maintenant, et puis avec le rideau de fer, qu'il y a vraiment cette volonté enfin de nouveau d'appartenir à l'Occident. La Pologne ne se considère pas comme un pays de l'Est. Pour la Pologne, l'Est commence avec la Russie. Et même c'est l'Europe centrale. Chez beaucoup d'Ukrainiens également. Exactement. Et donc ça c'est évidemment, ça implique une certaine idéalisation de l'Occident dont on veut enfin à nouveau faire part. Et ça, évidemment, ça voile aussi un peu le regard sur les problèmes de l'Occident. Parce qu'on a tellement rêvé d'en faire part que maintenant, subitement, il y a des drôles d'Occidentaux qui arrivent en leur disant « Mon Dieu, regardez un peu comment Paris a l'air, surtout ne faites pas ça ». Il y a ce genre de confusion qui s'installe. Tiens, on croyait qu'il fallait. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument des services de presse et d'information conservateurs à l'échelon européen qui permettent l'interaction. Parce que là, actuellement, les Polonais doivent s'informer sur l'Occident par des médias plutôt politiquement corrects. Et donc, ils ont une vision totalement faussée en grande partie. Ceci dit, ça pose une question, je crois, assez intéressante, ce décalage de perception et aussi de réalité qu'il peut y avoir entre certaines parties de l'Europe.
Est-ce qu'on pourrait essayer de l'expliquer ? Moi, je me souviens que quand je vivais en Russie, mes parents me disaient beaucoup, les Russes ont 70 ou 80, quasiment un siècle d'années de retard sur l'Occident, ce qui maintenant est presque de la... Enfin bon, c'est une grande caricature bien entendu, hein, mais est-ce que cette mise sous cloche soviétique n'a pas eu un rôle aussi dans ce petit coup de retard sur le progressisme ambiant qu'a subi pour le coup l'Europe de l'Ouest ? Il y a eu de gros effets de rattrapage pourtant dans la jeunesse aussi. Oui, dans la jeunesse, mais dans les villes aussi. Mais c'est peut-être aussi un début d'explication pour cette dichotomie. En Roumanie, quand je suis allé après la chute du mur, les gens parlaient français. Beaucoup. Maintenant, il y a de moins en moins. Oui. Il y a eu un effet de rattrapage incroyable dans les grandes villes. Les écoles de commerce, etc. Ouais. Est-ce que c'est autant le cas pour les campagnes ? Je ne sais pas. Dans nos campagnes non plus. Oui. C'est une question que moi je me pose très souvent aussi quand je suis en Pologne. Est-ce qu'il s'agit juste d'un genre de téléologie, c'est-à-dire que voilà, on est forcé d'aller à travers tout ce modernisme tôt ou tard, parfois avec un décalage, parfois avec un peu d'avance, et donc ça se passerait tôt ou tard aussi en Pologne. Et c'est vrai que sur certains points de vue, on a l'impression d'être dans... Moi, je me sens souvent en Pologne comme dans la Belgique de mon enfance. Donc, une vingtaine, trentaine d'années de retard, entre guillemets, qui est rattrapé à d'autres niveaux très rapidement, beaucoup trop rapidement. Mais est-ce que ce retard va être rattrapé ou est-ce qu'il y aura à un moment une croisée de chemin où les Polonais vont vraiment réaliser « Ah non, là, l'Occident, il va trop loin, il est vraiment le dos au mur et si nous, on ne veut pas vivre ça avec un retard, il faut choisir un autre chemin. » Et ça, c'est la grande question, évidemment. Le gouvernement actuel voudrait évidemment un partage des chemins, il ne faudrait pas nécessairement rattraper l'Occident. Oui, c'est Visegrad, c'est le groupe de Visegrad. Voilà, ils cherchent des alternatives, les partis de l'opposition veulent absolument rattraper plutôt ce retard, et là ce sera une question, je crois, qui va très bientôt se poser lors des prochaines élections. Il me semble, mais corrigez-moi, que la dernière présidentielle s'est jouée à un cheveu. Ça. Oui, mais c'est toujours, en fait ça a toujours été comme ça. Oui, quand vous regardez toutes les dernières années, ça a toujours été avec une majorité très faible, que ce soit maintenant le PiS au pouvoir, que ce soit la plateforme ou les autres partis, donc ce n'est pas, ça a l'air spectaculaire cette petite différence, mais au fond c'est assez normal. Mais bon, en effet, c'est le signe que, disons, la majorité conservatrice, elle reste très exiguë, très faible. Tout fait, tu as une question ? Oui, tout à fait. Est-ce que le fait de prendre un chemin complètement différent, comme le souhaitent la plupart des conservateurs, et d'ailleurs c'est une position que vous défendez, que vous avez défendue tout à l'heure lors de la conférence, et vous êtes peut-être fait justement... j'allais dire un peu chahuté, mais c'est méchamment dire, puisque c'est juste porter la contradiction de dire que même ce chemin très différent, ce ne serait peut-être pas suffisant, et que notamment quand on reprend les théories de Spengler, il dit que la fin de la vie de la civilisation n'est pas forcément un mal en soi. Et donc est-ce que finalement ma question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas juste laisser l'Occident périr et prendre le temps? C'est une tentation. Nous reprendre quelque chose de peut-être plus solide pour les fondations d'une civilisation future. Disons d'un point de vue de Spengler, les civilisations ne renaissent pas sur un territoire où il y en a déjà une, en tout cas pas au centre. C'est-à-dire que d'abord le déclin et la fin d'une civilisation, c'est pas quelque chose qui se passe en quelques années, mais qui va durer des décennies, et même après la mort d'une civilisation, sa fossilisation peut durer encore des siècles. Donc ce ne sera pas la fin ici, ce sera juste la fin d'une véritable dynamique vivante, organique. Et donc même, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, mais nous, on vivra jamais maintenant le renouveau d'une autre civilisation en Europe. Qui sait, peut-être que dans un demi-millénaire, il y aura une nouvelle haute civilisation qui va naître dans les Balkans, ou peut-être aussi en Afrique du Sud, ou en Asie centrale. Ça, on ne peut pas le prédéterminer. Donc, c'est pas par nos actions qu'on peut préparer une nouvelle civilisation. Tout ce qu'on peut faire, nous, si on a assez d'amour pour notre civilisation, c'est de faire en sorte que ces rudiments soient conservés à travers les âges, de faire la même chose que les Romains, qui eux aussi ne voulaient pas que leur civilisation sombre, et qui, dès l'Empire, ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour fortifier cet espace, même physiquement, de transmettre leur savoir aussi longtemps que possible, même dans une civilisation qui, de fait, était morte, avec le succès que, en effet, après la civilisation occidentale, 1 millier d'années après Auguste, grosso modo,
a repris partiellement le flambeau de l'Antiquité en redécouvrant ces textes, en les interprétant à sa sauce, évidemment, de manière fort christianisée. Voilà, mais et donc il y a une certaine survivance, c'est-à-dire et si nous voulons que l'Occident ne soit pas oublié totalement, comme certaines civilisations qui de fait ont été oubliées, qui se sont vraiment perdues, si on veut, comme celle de Harappa dans la vallée de l'Indus. Et dans une certaine mesure, l'Égypte, parce qu'en dehors de la sphère historique, l'influence gréco-romaine, pour nous Européens, est permanente. Tout à fait. Professeur de philosophie politique, la référence est constante. Exactement. Le stoïcisme, c'est quelque chose qu'on peut... Il y a dans mon école des cours de management que je fais qui s'appelle philosophie managériale, dans lesquels on introduit l'aristotélisme ou la philosophie stoïcienne pour aider les managers. Donc il y a une espèce de permanence de cette idée qui est là. Et il y en a d'autres qui effectivement Harappa, personne, je crois que personne ne connaît à part ceux qui ont envie de le savoir. Oui, donc c'est un peu ça, je crois, notre mission à nous, c'est que si on aime notre civilisation, même sachant qu'elle est en train de mourir, il faut en sorte que nos enfants la connaissent et qu'on la maintienne d'une certaine façon, pas nécessairement vie, mais en tout cas qu'on l'honore quelque part. Il y a quelque chose aussi qui peut paraître peut-être d'un premier abord, mais je suis sûr que vous allez nous éclaircir, mais un peu paradoxal, puisque en cherchant seulement à transmettre des rudiments, à faire survivre un héritage, je crois que c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, qui est juste en soi, mais est-ce qu'on ne se limite pas aussi à un rôle de transmetteur finalement, parce que je crois qu'un des rudiments que vous dites de notre civilisation, c'est aussi celui de bâtisseur. Si on devait chercher à définir si on devait chercher à définir en quelques mots la civilisation européenne, on pourrait dire guerrier, bâtisseur, poète, quelque chose comme ça. Mais bâtisseur serait voilà, certainement. Mais bâtisseur serait dedans, assurément. Ouais. Alors du coup, peut-être qu'on peut se poser cette question de comment conserver cet état d'esprit un peu prométhéen, faustien, toujours avancer en avant, de bâtir, tout en se limitant à une transmission qui, si on se fait un peu mauvaise langue, peut paraître un peu tiède par moment. Oui, mais je crois que c'est tout ce que nous pouvons encore faire, malheureusement. Je ne crois pas que l'Europe a encore assez de force en elle-même pour bâtir quelque chose de nouveau. Tout au plus, ce qu'on peut attendre, ce que je vais essayer de montrer dans mon livre le déclin, justement, sur les parallèles entre la crise de l'Europe actuelle et celle de la République romaine tardive, c'est de nous dire que là, nous sommes à l'aube d'une phase qui correspond grosso modo aux guerres civiles romaines, donc à la fin de la République, et donc dans une vingtaine d'années, quand on aura vécu à travers cette phase-là, tout ce qu'on peut espérer, c'est un genre de finalisation historique sous un état augustéen qui, lui, va organiser la fin de notre civilisation, c'est-à-dire qu'il va mettre un genre de beau point final avec un genre de dernier résumé où on construit les bases qui vont alors peut-être perdurer encore quelques centaines d'années, mais ça va être la fin culturelle. Et donc à Rome, on voit évidemment très bien que là, Auguste met en place un système impérial qui va durer pendant des siècles, mais qui, d'un point de vue culturel, n'amène plus rien de nouveau. Après Auguste, il n'y a plus rien de nouveau. On ressasse les anciens textes. Oui, et puis politiquement, la qualité des empereurs décroît. Voilà, politiquement, on est dans un état autoritaire qui se simplifie de plus en plus, qui devient de plus en plus autoritaire, si on veut. Culturellement, même quand on lit les grands classiques comme Sénèque, finalement, tout ce qu'ils font, c'est de traduire ou de refaire ou de repenser des origines hellénistiques qu'on a perdues. Donc il n'y a plus rien vraiment de nouveau. D'ailleurs, intéressant, le mouvement hellénistique à ce moment-là, le retour de la Grèce dans la Rome qui est en décadence. Et donc là, je crois que c'est un peu ça qu'on attend. Et c'est justement cette perspective d'un genre de, pas vraiment renouveau augustéen, mais en tout cas d'un point final augustéen qui est ce qui doit nous donner un certain espoir, de se dire, voilà, si nous arrivons au moins durant cette phase très difficile qui s'annonce maintenant, de maintenir nos idéaux, de faire en sorte que le conservatisme, l'amour de notre patrimoine, etc., continue à exister, que là, une fois cette phase commencera, nous, on sera toujours là, on pourrait la façonner quelque part et donner un certain visage à cette fin augustéenne de la civilisation occidentale. Alors, tout à l'heure, M. Engels, on a évoqué, et c'est la première question que je vous ai posée, d'ailleurs, je dis, on va essayer de circonscrire cette question du déclin. Et je vous ai, en appendice, je vous ai demandé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des particularités au déclin que nous vivons? J'en vois une, ou en tout cas une qui peut avoir plusieurs résonances, c'est des problématiques ethniques extra-européennes. Tout à l'heure, il y a 2 secondes, vous parliez encore de la Rome augustinienne. Oui,
il y avait beaucoup de migrants, mais oui aussi beaucoup de ces migrants de la Rome antique étaient des migrants européens. Le choc qui est posé, qui se manifeste avec la cancel culture, etc., très symboliquement la destruction des statues de notre histoire, c'est un choc de gens qui veulent finalement araser cette histoire littéralement et très rapidement. Et non pas... alors on sait qu'ils ne veulent pas appartenir à la classe moyenne parce que personne ne veut plus de cette classe moyenne qui s'effondre. Les gens qui rentrent, ils veulent surtout pas appartenir à ça, ils veulent être gangsters tout de suite, ça va bien plus vite. Mais fondamentalement aussi, vous ne croyez pas que c'est une nouveauté, ce phénomène d'entrants qui, parfois, très peu de temps après, 1 ou 2 années après, prennent les oripeaux de la sous-culture américaine ethnique ou embrassent les luttes sociales les plus décomposantes. Ça, c'est quand même une nouveauté. Il y a des bataillons que j'appelle moi des bataillons supplétifs qui sont vraiment là, dans une œuvre de destruction qui me semble plus pensée qu'à celle que sous Rome. Non. Je ne crois pas. Il y a peut-être une différence de quantité, mais pas de qualité. On voit à la fin de la République romaine des choses assez semblables. D'abord, les différences culturelles n'étaient pas moindres. Quand vous voyez les différences entre un Celte qui immigrait dans la Rome impériale, ou en tout cas à la fin de la République, là, le choc culturel, il est aussi grand qu'il est aujourd'hui entre un Européen et quelqu'un qui vient d'un pays arabe musulman, par exemple. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une différence fondamentalement moindre. Et ce qui est vrai, c'est que l'aspect de la haine de soi, on la voit à la fin de la République romaine, mais pas aussi fort qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu toute une idéologie. À la fin de la République, on a toute une série de témoignages, surtout des sources philosophiques, qui critiquent l'Empire romain, qui font une certaine autocritique de l'histoire romaine. Ça existe, mais disons que ça ne devient pas une idéologie qui domine toute la classe politique. Mais le fait qu'il y ait une alliance entre un certain iconoclasme avec une population, disons, partiellement immigrée, partiellement encanaillée, de souche, entre guillemets, ça on le voit très bien. Il suffit de lire par exemple les récits sur le tribun de la plèbe Claudius, qui lui aussi se balade à Rome en cassant les statues, en incendiant les bâtiments, se faisant entourer d'esclaves affranchis venant de tout horizon, avec une populace romaine qui le supporte dans sa lutte contre la tradition, etc. Là, on voit qu'il y a... Disons que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas fondamentalement nouveau. Il y a, comme je disais, peut-être une différence de quantité, mais au niveau de la qualité, on peut trouver des analogies de ce style-là. Ok. En tant qu'historien, ce travail que vous faites, vous devez, j'imagine, en sentir les pièges, c'est-à-dire le piège mimétique, reporter une situation ancienne sur une situation nouvelle. Quel frein vous mettez-vous à vous-même pour ne pas appliquer ce qui a déjà été vu et considéré? On pourrait penser, on parle de Rome, mais il n'y a pas que Rome qui s'est effondré, il y a d'autres civilisations. Puisqu'on dit toujours qu'il faut être très précautionneux avec les modèles anciens, que l'histoire ne se répète pas, que les circonstances sont différentes. On passe par les mêmes étapes, mais pas tout à fait dans les mêmes normes. Comment vous faites, vous, pour dans votre travail, justement, vous posez à vous-même un certain nombre de limites critiques? C'est-à-dire, d'un côté, c'est évidemment, comme vous le sous-entendez déjà, c'est une question aussi d'honnêteté intellectuelle, de savoir, allez, est-ce que je force le trait ou pas? Donc ça, c'est on en a envie. Forcément, on a parfois, on veut que quelque chose soit comme ça, et dans une situation, les sources vous suggèrent que la majorité fait comme ça, vous avez envie de dire, oui, mais d'accord, c'était pas vraiment ça, tandis que dans un autre exemple, vous avez juste un petit aspect, et vous dites, oui, ok, mais on a juste ça, mais ça devait être plus connu. Donc là, il y a en effet ces tentations. Ce qui, je crois, chez moi, joue vraiment un rôle de frein, c'est que je ne me limite pas à des comparaisons juste ponctuelles, parce que ça, ce serait assez aléatoire finalement. Moi, j'essaie de comparer l'entièreté du développement civilisationnel. Donc moi, la fin de la civilisation gréco-romaine ne m'intéresse pas fondamentalement plus que ses débuts ou son apogée. Et j'essaie justement
justement j'écris une histoire mondiale, ou plutôt une histoire comparée mondiale de toutes les civilisations, toutes les hautes civilisations en tout cas, où vraiment j'essaye de montrer à chaque fois comme durant grosso modo milliers d'années, parfois 1200, parfois 800, ça dépend un petit peu, mais grosso modo durant un millier d'années, toutes ces civilisations traversent des phases très 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 similaires. Et donc ça c'est un frein forcément, parce qu'il ne vous suffit pas de trouver juste une analogie à un endroit, mais encore vous devez trouver que toute la dynamique d'où elle vient et tout où elle va continue aussi à se développer en parallèle. Et alors là, ça devient, disons, ça dépasse l'horizon du simple choix aléatoire et va vraiment dans un genre de systématique qui a une toute autre qualité. D'accord. Puisque nous parlons de civilisation, Chine et Inde, ce sont quand même des civilisations mondes qui ont tout traversé et elles sont encore là. Comment vous expliquez leur permanence ? C'est-à-dire, en tout cas dans le cas chinois, je crois qu'il y a en fait deux civilisations chinoises. Il y a une civilisation pré-bouddhique, qui est grosso modo la Chine classique du premier millénaire avant notre ère, qui aboutit dans cet état des Han, orientaux, occidentaux, qui correspond grosso modo à l'Empire romain, qui d'ailleurs est presque synchrone aussi. C'est juste un hasard de l'histoire. Et puis il y a une chute civilisationnelle avec des incursions nomades. Et puis, de mon point de vue, en tout cas, du moins depuis les Tang, il y a un renouveau chinois, mais qui se passe sous des auspices bouddhiques. Plus du tout disons confucien, taoïste, etc., mais qui est marqué par le bouddhisme. Et surtout, cette nouvelle civilisation chinoise, si on veut, elle émerge au sud de la Chine. En tout cas, elle trouve son centre non plus dans les grandes plaines du nord, qui était le centre de la civilisation chinoise antique, mais plutôt dans le sud. Et vu que celle-là débute grosso modo au milieu du premier millénaire, même un peu plus tard encore, la phase de fossilisation, elle est atteinte quelque part au 18e siècle sous les Qing. Et alors, ça montre évidemment que là, la Chine actuelle, elle n'est pas, comme le croyait Spengler, morte depuis 2000 ans, mais qu'elle est entrée dans sa phase finale impériale à peine 200 ans. Et donc ça s'explique évidemment sa résilience, parce qu'il y a encore toute une série de résidus qui lui permettent de ressauter finalement. Et donc là, je dirais... d'ailleurs l'illusion d'une émergence civilisationnelle, tout à fait, alors qu'elle serait en fin de boucle pour vous. Tout à fait. Alors t'aimerais le dernier tiers de la boucle. Oui, absolument. Et donc, je dirais les relations entre la civilisation de la Chine du Nord dans l'Antiquité et celle du Moyen-Âge, entre guillemets, de la Chine du Sud, c'est un peu des relations comme on les a aussi, si on veut, encore plus d'ailleurs, contre l'Antiquité et l'Europe occidentale, où on a aussi une large continuité, dans le sens où on lit toujours Platon, on a toujours une architecture classique, on l'avait, etc., et qui, même aux yeux de beaucoup d'Européens, donne cette impression que notre civilisation, la nôtre, commence avec les Grecs et les Romains, alors que de fait, en tout cas pour moi, elle commence avec les Carolingiens, et l'Antiquité, elle est une autre civilisation. Et donc les Chinois sont un peu dans une constellation de ce style-là. Ça permet de trouver un peu l'explication. C'est intéressant. Et pour l'Inde, pour l'Inde, je ne sais pas encore très bien. Pour l'Inde, je ne sais pas encore très bien, mais il est peut-être aussi notable que la Chine, elle a réussi un sursaut fabuleux. Elle est de nouveau devenue le global player, si on veut, du monde moderne. Fragile, mais quand même immensément fertile et actif et imaginatif. Enfin, la Chine a toujours été extrêmement imaginative, donc ce n'est pas étonnant que même avec les rudiments qui restent, qu'elle a pu reprendre toute notre pensée faustienne comme une éponge quelque part. L'Inde, elle, en tout cas de mon point de vue, trouve sa fin civilisationnelle avec les Gupta, où on est quand même au 6e siècle, si on veut, 6e, 7e siècle après notre ère. Donc là, cette phase, elle est beaucoup plus ancienne, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là aussi, l'Inde a été réactivée ensuite avec la conquête musulmane, qui a fortement influencé sa culture. Mais ça a été très long, les gens l'oublient. Les Mongols. La longue influence musulmane en Inde. Tout à fait. Et donc ça expliquerait la domination. Et ça expliquerait notamment pourquoi l'Inde peine peut-être à retrouver, disons, une place aussi prépondérante dans la scène internationale que la Chine. Alors sur ce déclin, vous avez mis un que faire. Vous nous en avez brièvement parlé tout à l'heure. Donc vous êtes dans une perspective conservatrice.
Qu'est-ce que vous entendez par ce mot, par ce concept de conservatisme finalement? Que conserver? Parce qu'on connaît tous les travers des conservatismes. Oui. Et des conservateurs. Et des conservateurs. Et des conservateurs. Et sous ce vocable, malheureusement, l'Europe produit des aberrations. Oui. Des gens qui se définissent comme conservateurs qu'on aurait tout juste envie de pendre pour être sympathique avec eux, pour abréger leur souffrance. On est très loin de Chesterton et d'autres. Mais qu'est-ce que voilà, si on doit vivifier ce mot, si on doit le rendre offensif, vivant, qu'est-ce qu'on met? C'est la révolution conservatrice, c'est les Spengler qui est un des prédécesseurs de la carrière. Mais... En tout cas, dans ce sens-là, l'idée de conservatisme n'est pas, comme chez beaucoup de soi-disant conservateurs, l'idée de revenir dans les années 1980 ou 90, comme certains qui croient que c'est ça le conservatisme. Au contraire, pour moi, si je devrais définir le mot conservatisme, que je n'aime pas tellement parce qu'il ne veut plus dire grand-chose de la chose. Je pose la question, voilà. Il a vraiment été usé. Oui. Ce qui pour moi est vraiment à la racine de mon sentiment personnel par rapport à tout ça, c'est vraiment l'amour de notre civilisation. C'est vraiment cet amour pour les grandes créations de l'Occident, que ce soit je simplifie, mais que ce soit maintenant pour les cathédrales, que ce soit pour la musique classique, que ce soit pour les grandes découvertes, que ce soit pour la spiritualité chrétienne. Voilà, c'est ce que disait tout à fait. Cet élan, tout ce que nous avons construit, la beauté de tout cela, et je ne supporte pas de voir dans ce monde actuel que tout est traîné dans la boue et qu'il y a cette haine de notre civilisation qui s'installe. Et pour moi, le conservatisme ne veut pas nécessairement revenir dans telle et telle année, mais en tout cas construire le futur sur base du respect et de l'amour pour tout ce passé-là, qui serait accepté dans sa totalité et de se placer dans une continuité organique et de ne pas vouloir voir une scission, une fissure où on dit là termine l'histoire et nous maintenant on recommence à zéro dans le néant en fait. C'est pour ça que j'ai essayé aussi d'inventer justement un nouveau mot pour remplacer le conservatisme. Dans mon livre Renovatio Europae, où j'ai plutôt introduit le terme d'espérialisme, de hesperos, c'est-à-dire l'Occident en grec ancien, pour trouver une alternative à occidentalisme qui, avec le débat avec Saïd et l'orientalisme, est biaisé, et européisme. Il y avait le pérennialisme qui aurait pu être là. Impérialisme ? Pérennialisme, ouais. Moins peut-être. Alors il y a européisme, bon ça c'est évidemment totalement connoté Union européenne. Tout le monde a abusé des bonnes choses là. Forcément, et donc je trouvais que cette idée d'appeler ça espérialisme était peut-être pas si mal pour exprimer justement aussi ce désir de l'occidental pour l'horizon, pour l'Occident, pour justement là où le soleil se couche et où on croit que tout est mieux que chez nous. Et cette idée de base, en fait, que j'ai essayé d'exprimer justement dans ce livre-là, Renovatio Europae, c'est-à-dire qu'il faut allier d'un côté l'amour de notre tradition, de notre patrimoine, de notre culture, avec une approche positive par rapport à l'Europe et par rapport à une possibilité d'unification européenne, pas sous forme d'Union européenne qui s'est totalement décrédibilisée, mais en tout cas à l'image. L'Europe force. Oui, l'Europe force, une Europe un peu comme un État-civilisation, comme l'Empire romain, c'est-à-dire... Alors j'imagine, avec vous avez sur un socle carolingien. Oui, voilà. Ça me dérange absolument. Pas du tout. Pour moi, l'exemple, en tout cas, de cette Europe future, que j'espère, de toutes mes forces, ce serait quelque chose de modelé sur l'image du Saint-Empire, ou de l'Empire carolingien, en tout cas, quelque chose qui d'un côté a cette vocation spirituelle, qui a une certaine vocation impériale, en tout cas identité impériale, et qui permet en même temps une subsidiarité maximale pour ces territoires. Donc c'est finalement de limiter les compétences européennes à celles qu'avait le Saint-Empire romain, c'est-à-dire la défense vers l'extérieur, une certaine représentation, une certaine adaptation des normes, si vous voulez, une certaine lutte commune contre la criminalité, ce genre de choses-là. Mais ça, je crois que c'est un très bel exemple de caler ou de calquer cette nouvelle Europe sur son exemple historique qui était à l'origine, finalement, de notre histoire. Oui, complètement. Ça permettrait de boucler la boucle aussi d'un certain point de vue, tout comme très souvent dans l'histoire. Si vous faites des Auguste, le nouveau Romulus, le nouvel aîné. Mais vous citez beaucoup Auguste, mais vous avez dit que ça démarrait
jeter un œil aux Carolingiens. Donc, Oui, selon l'exemple antique, la fin rejoint le début. Okay. Ça, on a dans toutes les grandes civilisations. Qin Huangdi qui se réfère aux 5 empereurs fondateurs de la Chine, ou comme les Gupta qui font référence de nouveau aux grands héros civilisationnels du début de l'Inde. Donc ce n'est pas étonnant, ou comme les Fatimides qui reviennent, même Alexandre le Grand, et des histoires comme ça, et le prophète de toute façon. Donc c'est un peu ça l'idée que je défends dans ce livre-là, pour montrer que le souverainisme n'est pas nécessairement la fin de l'histoire, que l'Union européenne est aussi un extrême à éviter, et que ce qu'il nous faut, c'est une unification européenne sur une base conservatrice pour nous défendre contre les nombreuses menaces qui nous guettent de l'extérieur et de l'intérieur, et que c'est la seule façon, si nous voulons que notre civilisation européenne survive, c'est que les différents conservateurs, que ce soit en France, en Allemagne, en Pologne, doivent coopérer d'une manière extrêmement étroite et mettre de côté un peu la hache de guerre quand il s'agit des vieilles histoires de guerre, des lunes frontalières, etc. Question. Pardon. Oui, je voulais juste peut-être rebondir sur ce que vous disiez à propos du terme que j'ai déjà oublié, c'est expérialisme. Oui. On pourrait, là encore, en faisant un peu de mauvais esprit, très volontairement, on pourrait résumer ça aussi par tradition et modernité. Et finalement, ce rapport entre les deux, c'est des choses qu'on entend quand même relativement régulièrement, puiser dans la tradition, ne pas avoir peur de la modernité. Il me semble qu'on le retrouve aussi dans le ballet technique de Spengler, c'est un peu ce qu'il essaie d'aborder aussi avec cette humanité à deux vitesses, entre ceux qui auraient su épouser une forme de progrès technique et les autres, finalement. La question qu'on peut se poser quand même aujourd'hui devant le transhumanisme, devant ce qu'apportent les nouvelles technologies, on enregistre à l'heure où, je crois que c'était hier ou avant-hier, Boston Dynamics a encore sorti une vidéo d'un robot faisant du parcours dans un hangar. La question qu'on pourrait se poser, c'est facile d'allier tradition et modernité quand la tradition c'est tuer le cochon et la modernité c'est avoir une 4L, pour essayer un exemple très français. Mais comment on fait pour allier tradition et modernité si la tradition c'est le modèle de la famille nucléaire et que la modernité c'est la gestation pour autrui, par exemple. Il me semble qu'il y a un vrai gap dans la réalité. J'entends des choses qui paraissent compliquées à mettre en œuvre. C'est là évidemment que le terme que vous avez déjà mentionné, c'est-à-dire de la révolution conservatrice, a tout son sens. Le but, c'est pas de revenir juste quelques années en arrière ou d'être dans un genre de conservatisme mollo, mais plutôt d'oser revenir à l'époque carolingienne, essayer d'allier les formes parfois même les plus extrêmes. Bon, je n'irai pas jusqu'à l'archéofuturisme, mais en tout cas, je trouve que cette approche-là est quand même fort intéressante. On a un camarade que vous connaissez peut-être, Guillaume Travers, qui au travers d'ailleurs sans faire de mauvais jeu de mots, de ses ouvrages, essaie de démontrer toute la pertinence du modèle corporatiste médiéval, de cette économie de devoir, de cette économie d'entraide, en disant mais non, c'est pas un cycle, c'est pas quelque chose qui est terminé, c'est un élément qui peut tout à fait être repris et intégré dans notre modernité. Bon, le problème est évidemment que notre civilisation, elle est mortelle, c'est-à-dire la fin, même si elle peut ressembler un peu au début, ne va pas avoir le même élan spirituel. Et donc on voit, une fois de plus, je reviens avec Auguste, il essaie justement d'allier la modernité de l'époque, c'est-à-dire quand même une civilisation romaine hautement développée, avec des bateaux gigantesques, des rues romaines, des bâtiments à 5-6 étages, une armée hautement équipée, donc la haute technologie de l'Antiquité. Il essaie d'allier ça avec une volonté de démontrer le retour à l'époque monarchique de Rome, le retour aux origines de la République. Il y a des lois contre les divorces, il y a des lois incitant à la natalité, il y a toute une série de processus législatifs qui paraissent très archaïques. Il essaye de rétablir la religion romaine en réinventant les cultes les plus anciens qu'on avait déjà oubliés depuis des siècles. Donc là, on a vraiment un genre d'archéofuturisme, si on veut, sous Auguste, mais qui reste, et c'est ce que je crains aussi pour nous, qui reste au fond assez superficielle, parce qu'elle ne va pas toucher les larges masses. Ce sera quelque chose qui permettra de fédérer, de stabiliser cette civilisation qui est en train de s'écrouler de l'intérieur, qui lui donne encore quelques siècles de plus, si on veut, mais qui ne va pas vraiment convaincre les gens. Donc on voit bien que cette religion restituée, ça restera une religion, disons, patriotique. Les gens ne croient plus vraiment, mais c'est un peu comme si on revivait maintenant le christianisme. La plupart des gens ne croiraient plus
plus comme au Moyen-Âge, mais ils iraient quand même peut-être à la messe pour montrer nous sommes des patriotes, nous aimons cette civilisation. Beaucoup de gens d'ailleurs aussi par réflexe patriotique ou identitaire. Oui, et on voit à Rome aussi que toutes ces lois de natalistes finalement ne fonctionnent pas non plus. Mais on garde quand même cette façade, on permet des petites exceptions par-ci, par-là. Et donc, je crois que là aussi, notre futur va essayer de faire cette alliance entre modernité et traditionnalisme, va stabiliser à l'issue évidemment de cette période désagréable que nous devons d'abord traverser, de mettre sur pied un tel état ou empire final, mais ce ne sera pas comme au début. Donc ça laissera un peu l'arrière-goût pas de plagiat, mais pour les plus lucides. Oui, comme les auteurs romains, comme Tite-Live, comme Tacite, qui n'étaient pas dupes, mais qui d'un autre côté, qui déploraient cet aspect un peu hypocrite du Principat, mais qui d'un autre côté étaient conscients qu'il n'y avait pas d'alternative à ça, c'est que c'était soit de nouveau le retour aux guerres civiles, et donc qui acceptaient tout en sachant tout est beau, c'est plein camp, on a de nouveau des temples à toute une série de dieux archaïques, l'empereur fait comme s'il était juste un magistrat républicain comme les autres, etc. Mais il n'était pas dupe, il savait ce qu'il y avait là derrière. Mais une fois de plus, il n'y avait pas vraiment d'alternative, et je crois que c'est vers un état comme ça qu'on va se diriger, et même si nous, en tant que conservateurs, d'un certain côté, on va se dire ouf, on a évité le pire, d'un autre côté, on ne va pas sentir dans notre élément, on aura cette impression d'une certaine superficialité et d'une certaine fausseté sans avoir vraiment d'alternative. D'accord. Est-ce que cette place-là, elle n'est pas prise aujourd'hui par des superstructures mondialisées que sont les entreprises multinationales, qui peut-être remettent une certaine conception verticale, hiérarchique du pouvoir, qui s'appuie sur une certaine spiritualité qui pourrait être finalement une spiritualité de la science. On voit pour travailler d'ailleurs dans le milieu universitaire, c'est une spiritualité, c'est presque une religion qui est embrassée par de nombreux chercheurs, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la problématique du pass sanitaire et du vaccin, où on voit le fait que ce soit appuyé par une certaine science et des chercheurs fait que on a un discours complètement péremptoire vis-à-vis de ça. C'est forcément très autoritaire finalement. Ouais. Est-ce que et on le voit d'ailleurs, ces superstructures vont jusqu'à créer presque du droit, avoir des considérations presque légales. C'est pas presque, elles ont créé. Oui, mais parce que peut-être... Elles créent même des fautes, des parasacralités. Oui, tout à fait. Il y a des espèces de processus semi-mystiques, religieux autour d'elles. Est-ce qu'elles n'ont pas justement cette volonté fédératrice, justement, que l'on ne retrouve pas dans l'été, a fortiori dans notre civilisation, mais est-ce que c'est pas ces superstructures qui vont prendre cette place-là? Ouais. C'est-à-dire, ça annonce déjà, c'est des structures qui annoncent déjà notre futur. Je veux dire, la dérive autoritaire de l'Union européenne annonce déjà aussi l'autoritarisme potentiel d'un tel empire européen, même conservateur. La superficialité d'un Macron qui, quand ça l'arrange, se met en position devant les grands monuments en faisant vibrer la fibre patriotique, même faussement, annonce déjà un peu ce caractère hybride d'un État augustin. Donc on voit, c'est comme dans un puzzle, les pièces tout doucement se mettent en place, ça annonce déjà un peu le tableau futur. Nous avons encore la possibilité durant les 20 années prochaines peut-être d'influencer quelques éléments par-ci, par-là, mais on voit déjà partout, comme je disais, dans un immense puzzle, que ça se met en place. Et c'est sûr que, oui, ce que vous décrivez avec les corporations, pour vous donner aussi d'autres exemples, montre assez bien vers où on va, et que malheureusement beaucoup de ces mêmes personnes qui maintenant sont en train de défendre une vision mondialiste, gauchiste, libérale, etc. du monde, une fois qu'on sera à la fin de cette phase de transition, vont très aisément changer de discours et subitement s'appeler patriote. Je veux dire, maintenant c'est déjà effarant, comme en tout cas en Allemagne. On les avait déjà vus sous Napoléon. Ben oui, c'est effarant. Quand il est devenu empereur. Oui, et plusieurs fois même. Bourgeois, plusieurs fois, n'est-ce pas? Et c'est déjà pas effarant maintenant de voir en Allemagne, où jusqu'à maintenant, en tout cas, tout ce qui est patriotique est totalement honni et considéré comme négatif. Mais alors là, maintenant, avec le Covid, subitement, ces mêmes ministres qui veulent même enlever les drapeaux allemands, des différentes prises de vue photographiques, etc., sont les premiers à dire maintenant, c'est notre devoir patriotique pour notre chère Allemagne de nous faire vacciner, etc. Donc les mêmes personnes, on voit qu'il ne faut même pas un remplacement entier d'une élite, mais qu'il suffit
suffit d'une autre ambiance culturelle, qu'il suffit d'un nouvel accord culturel après une phase d'émeute où tout le monde réalise, ok, il faut ajouter à l'esprit mondialiste un petit peu de conservatisme, sinon on ne saura jamais stabiliser cette société, pour que beaucoup de gens retourneront subitement leur veste et que sans beaucoup d'évolution, juste par un changement institutionnel, on puisse se retrouver dans un système très différent du nôtre, sans le remarquer presque. Très bien. Messieurs, si vous n'avez plus de questions, nous allons remercier notre invité. Monsieur Engels, grand merci pour vos éclairages. Merci de l'invitation. Nous mettrons bien entendu les références de votre ouvrage, du dernier ouvrage et les autres, au bas de cette émission. Bonne journée à vous. Merci. Votre travail. Oui, tout à fait. Et puis à très bientôt. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Merci.